De nos jours, rares sont ceux qui, même au Japon, ont entendu parler de l'affaire Hibagon. Il s'agit principalement de personnes âgées et beaucoup de ceux qui y ont pris part ne sont désormais plus de ce monde. Pourtant, ce fait divers impliquant une mystérieuse créature a pris une ampleur nationale dans l'archipel en 1970, bien avant ma naissance. Levons le voile sur un mystérieux fait divers survenu dans les forêts brumeuses du mont Hiba au Japon. Bien bonjour jeunes gens, on se retrouve sur une vidéo sur une bête mystérieuse, un peu comme la bête du Gévaudan, mais cette fois ce ne sera pas en France, dans nos contrées, mais ce sera au Japon. Ils ont un peu quelque chose de similaire, une bête mystérieuse que jamais personne n'a su identifier, et nous allons en parler tout de suite. Alors qu'il poursuivait ses recherches à l'université de Niigata, deuxième plus grande ville côtière de l'île de Honshu, Grégory Bossard découvre l'existence d'une créature étrange, le Hibagon. Ce dernier aurait semé la terreur parmi la population locale et aurait disparu sans laisser de traces. Plusieurs témoignages évoquent la présence d'une créature, d'un animal non identifié qui ressemble à bien des égards à la créature anthropomorphe du folklore himalayen, le Yeti. Ceux qui l'ont vu décrivent un grand singe anthropoïde qui se déplace en alternant entre posture bipède et quadripède sur de longues distances. Et il arbore une face simiesque et parfois des yeux phosphorescents. Certains l'assimilent à un gorille. Cependant, aucun représentant de cette famille de primates n'a jamais foulé le sol japonais à l'état natif. Quand on est face à quelque chose d'inconnu, tous les moyens sont bons pour essayer de trouver une explication rationnelle et rassurante et échapper ainsi aux désagréments liés à la perturbation d'un ordre établi sur le biais cognitif. Fasciné par des croyances auxquelles les gens peuvent adhérer, et passionné également par les énigmes zoologiques, l'ethnologue remonte alors le fil de cette histoire et reconstitue tous les éléments. Il épluche alors les rares archives disponibles, examine les investigations officielles et relate le montage d'expéditions scientifiques composées d'explorateurs chevronnés dans le fameux livre « L'affaire Hibagon » sur la trace du Yeti japonais. L'affaire est prise au sérieux. Un fonctionnaire engagé dans la mairie a même été désigné pour collecter les témoignages, les photos et les coupures de presse. Ce dernier rend d'ailleurs compte du rôle qu'il a joué dans cette affaire dans ses mémoires. Mais pourquoi ce fait divers éclate-t-il dans une commune très banale? Est-ce la cause de la présence d'un lieu, d'un sanctuaire protégé par un dieu singe à proximité? Fin connaisseur des contes et des mythes nippons, l'auteur s'autorise de longues digressions sur la relation des Japonais avec leur environnement, les catastrophes naturelles et les monstres. L'auteur souligne clairement leur intérêt pour toutes les créatures relevant de l'extraordinaire, qu'elles se rapportent au merveilleux ou à l'horreur, au point même que ces créatures deviennent commerciales. Il note avec ironie que nous, en France, on ne voit pas des enfants jouer avec des figurines de Marie Gruette, une peluche du Dahu, ou aller à l'école avec un cartable à l'effigie de la Tarasque. Et donc, vous vous en doutez, le Hibagon est devenu la mascotte de la commune où il a été, soi-disant, aperçu. Mais a-t-il réellement existé comme le crétin des Alpes? Ermite, moine zen, enfant sauvage, animal échappé d'un zoo, lointain ancêtre de l'homme ou du singe surgissant de la nuit des temps, ou encore une entité spirituelle émanant de la montagne. Toutes ces hypothèses sont passées au crible par Grégory Bossard. Celle d'un représentant d'un primate anthropoïde non répertorié retient son attention. Pendant plusieurs millions d'années, diverses espèces d'hominidés vivaient en Chine, au Vietnam et en Indonésie. Parmi lesquels le gigantopède, un énorme singe faisant 300 kg et 2,50 m. Cette diversification a très probablement conduit à la lutte pour les territoires et la nourriture entre les espèces vivant dans les mêmes niches écologiques, et donc à la dispersion des groupes cherchant de nouvelles zones à coloniser. Il n'est donc pas exclu que ces énormes primates aient un jour atteint le Japon. Avant d'être submergés par la montée des eaux, certaines îles étaient accessibles par des ponts terrestres créés pendant les glaciations. Les conditions de vie particulières ont pu influencer leur évolution. Ils auraient pu connaître une réduction progressive de taille pour s'adapter à leur biotope plus exigu, trouvant ainsi une niche écologique pour leur survie jusqu'à l'époque moderne. Le problème est qu'il n'y a pas de fossiles. L'énigme reste donc entière. Et bien voilà jeunes gens, on arrive à la fin de cette vidéo où j'ai bugué. C'est mystérieux, un peu comme la bête du Gévaudan, quoique la bête du Gévaudan, il y a quand même eu beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus d'investigations. Pas que je dis que ce Grégory n'a pas fait grand chose, mais c'est juste qu'il était seul, alors que nous, pour la bête du Gévaudan, il y avait plein de gens, il y avait des chasseurs, il y avait même Louis XIV qui s'était mis dans le pétrin, alors que là, on a juste des témoignages qui ne veulent pas forcément dire grand chose, parce qu'on sait, comme les humains aiment
exponencer, rendre les choses de manière totalement folle, alors que si ça se trouve, c'était juste rien du tout. Donc voilà. Voilà, je trouve ça quand même drôle, intéressant, et voilà, et sur ce, je vous dis, je vous invite à vous abonner. Voilà, un petit coup en passant, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, bisous, ce petite miche, bien mollo.